on va expliquer le système 2 de ce TP de centrale considéré. Donc la partie 2, c'était dédié à l'intégrateur idéal. Donc on nous demande, on nous a dans l'énoncé donné le schéma d'un intégrateur idéal. Alors là, j'ai bien expliqué que V+ était relié à la masse, parce qu'en régime linéaire, epsilon est nul, ça ne s'était pas dit dans l'énoncé. Donc V- est nul, E- est nul parce que V+ est nul et qu'il est relié à la masse. Et donc on nous demande en fait ce qui se passe en régime continu, c'est-à-dire qu'on va en fait alimenter cet intégrateur idéal avec une tension constante et on va s'arranger avec un interrupteur pour qu'à t égale 0, on ait court-circuité la tension aux bandes de la capacité. Ça, c'est pour fixer les conditions initiales et décharger le condensateur pour pouvoir dire que la tension bande du condensateur est nulle. Alors j'en profite tout de suite pour dire qu'on peut remarquer qu'en fait la tension bande du condensateur c'est aussi Vs si on l'oriente dans ce sens-là, puisque comme E- est nul, c'est une masse virtuelle, et donc voilà, la tension c'est la différence de potentiel, donc UC c'est Vs moins 0. Donc du coup Vs sera continu en vertu de la continuité de la tension au bord d'une capacité. Donc le but pour nous, ça va être d'établir l'équation différentielle entre Vs et Ve. Alors c'est vrai que Ve n'est pas sinusoïdal, donc en toute rigueur, on se dit on n'a pas le droit d'utiliser la notation complexe. Mais on n'oublie pas qu'en régime linéaire, eh bien, on a équivalence entre équation différentielle et fonction de transfert. Et donc, on peut utiliser les outils du régime sinusoïdal forcé pour établir une équation différentielle en régime continu à partir du moment où le régime est linéaire. Donc, j'applique le théorème de Millman ici en V-. Je repère, alors tout ça c'est possible parce qu'il n'y a pas de courant qui rentre dans l'ampli-hop ici. Donc, j'ai deux nœuds ici qui sont reliés à E-, j'ai VE et j'ai VS. Donc VE est relié au travers de R, VS est relié au travers de la capacité. Donc V- c'est le barycentre des potentiels des nœuds adjacents avec comme coefficient les inverses des impédances, c'est-à-dire les admittances. Donc V- c'est VE sur R plus VS fois JC oméga et on divise par la somme des admittances. Et ça fait 0, donc je m'occupe que du numérateur. Et j'en déduis en amplitude complexe que Vs égale à moins 1 sur Rc, Ve divisé par J oméga. Et je traduis ça en notation réelle. Donc Vs de t, c'est moins 1 sur Rc, divisé par J oméga, c'est intégré. Donc c'est là qu'on voit le rôle intégrateur du montage. Et si Ve est une constante, eh bien, je peux l'intégrer, mais attention à la condition initiale, il y a une constante d'intégration, et cette constante d'intégration est nulle parce qu'à t égale 0, on avait déchargé le condensateur à l'aide de cet interrupteur qu'on a mis en parallèle sur la capacité. Donc là, on a le montage intégrateur idéal. Et à l'entrée, donc on a mis une tension continue grâce à ce GBF, c'est la tension en jaune. Et cette tension vaut donc plus 1 volt. Et grâce à cet interrupteur, donc qui court-circuite éventuellement la capacité, donc on peut assurer des conditions initiales, on peut fixer des conditions initiales pour Vs de t égale à 0, puisque Vs de t, c'est moins 1 sur Rc intégrale de Ve de t dt. Et grâce à ça, on fixe la condition initiale égale 0, puisqu'on court-circuite la capacité et que Vs est égal à la tension bande de la capacité. Donc ce que je vais faire, donc le but, c'est de montrer que Vs de t va être proportionnel à E. Voilà. Et donc, voilà, on a observé très rapidement le fait que la tension tend vers moins Vsat. Là, je refixe les conditions initiales. Voilà. Alors maintenant, ça, c'est le modèle de l'ampli-hop idéal, de l'intégrateur idéal. Donc là, on a l'impression que ça va fonctionner. Le problème, c'est que si on veut faire un intégrateur avec ce montage-là pour intégrer par exemple une sinusoïde, eh bien, on va s'apercevoir que ça ne fonctionne pas parce que il va y avoir dérive de la tension de sortie, c'est-à-dire saturation, même d'ailleurs si on met une tension d'entrée égale à 0, et c'est ce qu'on fait dans la deuxième manip. Pour comprendre pourquoi un intégrateur idéal ne fonctionne pas, il faut introduire ce qu'on appelle les courants de polarisation et la tension de décalage.
Donc un ampli-op réel va être modélisé comme tout ça, c'est-à-dire l'association d'un ampli-op idéal avec des courants nuls en entrée, mais ces deux défauts, donc un courant de polarisation constant, donc une source de courant orienté vers le haut, et d'ailleurs le courant il va être obligé de partir à gauche parce que ça c'est un ampli-op idéal, donc il n'y a pas de courant qui rentre à droite, donc il va traverser le générateur de tension VD et il va aboutir en A. Donc on a toujours les mêmes relations, V plus égale V moins égale 0, et puis on a VA, le potentiel de ce point-là qui est égal à moins VD, puisque VA c'est le potentiel par rapport à la masse, mais que E-, là encore, est une masse virtuelle. E- est pratiquement égal à 0, puisque epsilon vaut 0. Donc VA c'est moins VD. Alors appliquons la loi des nœuds en A. Donc il y a un courant que je ne peux pas exprimer en termes de potentiel, c'est le courant de polarisation qui va remonter ici. Donc on aura IB qui arrive en A, plus ce courant qui arrive en A, je l'exprime en termes de potentiel, donc 0 moins VA sur R. Donc c'est le courant qui repart ici dans la capacité, donc VA moins VS fois JC oméga. Je remplace VA par moins VD, j'explique que J oméga c'est dérivé par rapport au temps, c'est toujours le fait qu'on soit en régime linéaire qui permet d'utiliser la notation complexe, même si les tensions et les courants en fait sont des courants continus. Et donc, j'utilise aussi le fait que VD est une constante, donc d de VD sur dt égale 0. Et donc, j'aboutis à cette équation. Alors, la physique qui est derrière cette équation, c'est de dire que même si la tension d'entrée est nulle, contrairement à ce que prévoit ce petit calcul ici où je devrais avoir VS égale 0, je vais avoir une dérive de la tension de sortie. Alors, ça peut dépendre du signe de IB et de VD. Là, on a l'impression que ça va être forcément vers moins VSAT, mais ce n'est pas sûr. Certains intégrateurs vont intégrer vers plus VSAT, d'autres vers moins VSAT. Et donc, j'intègre ça. Donc, j'ai une courbe linéaire en temps. Et grâce à la mesure de la pente de cette droite, puisqu'on a mesuré VD dans la première partie du TP, eh bien, on peut remonter à la valeur de IB en connaissant R et en connaissant C. C'était ce qu'on nous demandait. On nous demandait dans la question 13, conclure en proposant pour la maquette utiliser les valeurs de VD et de IB. Donc, cette deuxième manip, elle nous permet de calculer IB après avoir calculé VD. Donc on a ici un montage intégrateur idéal, donc un ampli-op en rétroaction négative, une capacité, une résistance et on a branché l'entrée plus à la masse. Donc en théorie, donc là ici on a la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel, là le GBF ne sert à rien puisque en fait la tension d'entrée est nulle. Alors si on prend le modèle d'un amplificateur opérationnel idéal, la tension de sortie qui est moins 1 sur RC l'intégrale de VE de T dt, VE est nul. Et donc, on doit observer une tension de sortie qui est nulle. Alors, attention parce que là, on a court-circuité à l'aide de cet interrupteur la capacité pour fixer les conditions initiales sur la tension de sortie. Donc là, maintenant, je vais ouvrir le circuit, c'est-à-dire permettre donc à la capacité de jouer son rôle. Et ce qu'on observe, donc, c'est ce qu'on appelle la dérive de la tension de sortie, c'est-à-dire qu'elle va tendre très lentement vers moins VSAT. Et c'est en analysant la pente de cette droite, donc que je peux modifier la base de temps. Voilà, donc c'est la pente ici de cette droite. On a pris une base de temps beaucoup plus longue pour bien voir la dérive de la tension de sortie de cet intégrateur idéal, donc dérive due au courant de polarisation. Et là, voilà, on observe une saturation, une stabilisation à moins VSAT.